Les mains dans la pop. Ok, les mains dans la pop. C'est les mains? C'est ma nouvelle obsession. Mais dans la pop. Bonjour et bienvenue dans Les mains dans la pop. Ici Mao et en face de moi il y a Audrey. Et à côté il y a l'incroyable Kumbis. Évidemment. Actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Et bienvenue dans ce 23e épisode. Merci de toujours nous suivre. Aujourd'hui, la clique est au complet et ça nous fait trop plaisir. Et on vous réserve un sujet d'anthologie qui a bercé l'adolescence de la plupart de nos auditrices, Skyblog. Alors là, n'arrêtons pas de scroller, puisqu'il nous reste que un mois et demi pour arrêter de scroller. Cette plateforme, la plateforme mythique, ferme définitivement ce 21 août 2023. Alors du coup, on va revenir sur son histoire, sur les figures assez fascinantes qu'il a vues émerger, mais on parlera aussi de plein d'autres choses comme d'habitude, d'actu pop chaude, de recos divers et variés, comme toujours. Je veux juste bien vérifier que tout le monde va bien autour de cette table. Audrey, quel est le mood du jour? Chaud, la chaleur, c'est ça le mood du jour. Chaleur qui est caleur. Et Kumbis, quel est ton mood? Je dirais la chaleur aussi, mais je suis contente parce que je rentre chez moi, j'ai 3 jours de congé, je vis ma meilleure vie là. Grave, et tu vas revoir ton fils, et en plus ouais, tu sors de la Fashion Week. Ouais. Et en plus t'as des lunettes de Rosta, so everything is fine. I'm ugly today, but you know. Like you know, we're bitches. So whatever. On va tout de suite commencer avec le et la gagnante, ou le et la perdante de la semaine. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Winner ou loser. Je tends le micro à Mao pour que tu nous donnes peut-être ton loser, ton winner. Eh ben écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Je vais commencer par une bonne nouvelle. Ouais. Je vais parler du chanteur Lewis Capaldi, qui est un chanteur pop écossais de 26 ans et qui nous régale avec des titres très connus comme Someone You Loved, une chanson qu'il interprétait à Glastonbury. Glastonbury, c'est un des festivals estivaux mythiques d'Angleterre. Et en fait, il faut savoir qu'il est atteint d'un trouble, celui de Gilles de la Tourette, qu'on caricature souvent sous le fait que d'un coup, tu commences à dire des gros mots et tout. Il y a souvent des personnages humoristiques dans les films qui sont comme ça. Et en gros, je vous donne la définition exacte. C'est une maladie neuropsychiatrique qui est génétique, vraiment. Si tu l'as, tu l'as. Si tu l'as pas, tu l'as pas. Mais voilà, bref. Qui est caractérisée par des tics involontaires, soudains, brefs et intermittents, qui se traduisent par des mouvements, des tics moteurs et ou des vocalisations. Donc en fait, tout le monde se met pas à insulter la mère de ta chatte de la voisine. Et ça peut être par exemple cette vidéo qu'on voit du chanteur. C'est juste que d'un coup, il peut plus chanter et sa bouche se met un peu à tonitruer, sa tête aussi. Mais il dit pas forcément de gros mots. Juste, il est plus en capacité de chanter. Et c'est un beau moment de communion puisque la foule reprend pour lui la fin de la chanson. Et je trouvais ça beau de voir un tel soutien. Et je me disais que j'avais trop hâte d'être assez connue pour que le public fasse mes chutes quand je suis en burn-out. Là, par exemple, si je vous dis... Je suis Scorpion ascendant. Connasse. Putain, merci Audrey de me donner l'impression d'être un poil connue. Je commence à me connaître, hein. Ok, trop heureuse, trop touchée. Tu parles souvent d'ailleurs Audrey de la santé mentale des artistes qui est à prendre au sérieux. Et quand on est dans une suite de contrats qui s'enchaînent, en fait, on ne peut pas dire non. Et c'est pour ça que Lewis Capaldi, ça fait déjà plusieurs fois que dans des interviews, il dit qu'il pense à arrêter sa tournée, mais en fait, il arrête parce que c'est des millions d'euros à chaque fois à rembourser et que des gens comptent sur lui, enfin bref, etc. Et par exemple, en février dernier, déjà en Allemagne, il lui est arrivé la même chose, il avait été pris de tics incontrôlables. Et là, il avait dit, franchement, honnêtement, je suis presque prêt à arrêter ma carrière pour ma santé mentale et physique. Et écoutez, ce dernier événement l'a aidé à prendre cette décision puisqu'il devait faire une tournée qui était quasiment à guichet complet jusque fin octobre. Et il a dit nine. Et je lui souhaite de prendre soin de lui et d'aller mieux. Et bravo d'avoir pris cette décision. Voilà, pour contrebalancer, peut-être, Audrey, aurais-tu un loser? Ouais. Alors moi, le loser, c'est un chanteur, mais du coup, je prends l'autre versant du truc. Marilyn Manson. Ça aurait pu. Mais je te parle de Vianney. Vianney, je sais pas si vous vous souvenez de ce chanteur. C'est une cruche. Voilà. Et dans un article publié dans Le Monde samedi 24 juin dernier, il est mentionné que Vianney ferait partie du cercle proche de Geoffroy Lejeune. Geoffroy Lejeune, si vous le connaissez pas, c'est l'ancien directeur de Valeurs Actuelles, donc journal d'extrême droite. J'avoue, du coup, je le connaissais pas. Voilà.
Pas du tout. Et en fait, il a récemment été nommé à la tête du journal du dimanche, donc le JDD. Et voilà. Et il serait aussi proche de Marion Maréchal-Le Pen et de Zemmour. Voilà, un cercle amical. Et j'ajoute d'ailleurs que le JDD s'est mis en grève parce qu'ils m'ont appelé ce matin pour que je puisse faire un sketch chez eux ce soir. Tout à fait. Une grosse pensée à toute la team. Ok. Ouais. Et donc pour sa défense, l'interprète de chansons QQ a réagi sur Twitter et il a dit « Mais what ? Dans ce métier où je croise le tout Paris, j'ai pu parler avec des gens de tous bords, du président Hollande au président Sarkozy en passant par le président Macron, de Christophe Comte à Geoffroy Lejeune en passant par Bruce Toussaint. Ces gens sont tous différents, tous intéressants, visiblement sensibles à ma passion, la musique. Mais de là à dire très amis, on va redescendre un peu. Merci de ne pas me mettre dans vos salades. Je fais des chansons pour permettre aux gens d'oublier ces sujets qui divisent et dont je ne me suis jamais mêlée. » Alors, amis ou pas avec... C'est facile aux gens qui ne sont pas concernés de ne pas se sentir mêlés, en fait. C'est vraiment rigolo. C'est ce que j'allais dire. Ami ou pas avec Geoffroy Lejeune, enfin, en tout cas, il n'a pas démenti le connaître et il explique même l'apprécier. On apprend aussi que, d'après lui, Macron et Sarkozy sont intéressants aux yeux du chanteur et qu'il suffit d'aimer ses chansons pour faire oublier un peu leur bancalité. Donc, et comme tu le disais tout à l'heure, les gens en général qui disent qu'ils n'aiment pas la politique, qui ne parlent pas de politique, qui ne se mêlent pas de politique, c'est des gens privilégiés qui n'ont pas forcément besoin d'en parler parce que justement la politique les favorise, la société les favorise. Et quand ton existence est marginalisée, t'es bien obligé de t'en mêler. La politique, elle fait partie de ta vie en fait, t'as pas le choix. Ta vie est politique. Mais oui, comme tu le disais Mao tout à l'heure, du coup, le JDD est en grève. Vendredi 23 juin, le groupe Lagardère a officialisé la nomination du coup de Geoffroy Lejeune en tant que directeur de la rédaction du JDD. Et la veille, les membres de la Société des journalistes, donc SDJ, de l'hebdomadaire, ils ont voté en faveur d'une grève pour exprimer leur mécontentement. T'imagines l'enfer, t'étais le mec d'extrême droite. Bon, gros soutien à la team des journalistes. Gros soutien aux grévistes et pas du tout soutien à Vianney. Voilà. Koumbis, est-ce que tu veux décerner un laurier ou le contraire d'un laurier? Moi, en fait, j'ai un loser et une wineuse de la même histoire. Donc, c'est les mésaventures de la youtubeuse Crazy Sally. Je pense que vous avez entendu parler. Yes. J'ai vu, Ouais, avec la compagnie Air France. Du coup, la wineuse, c'est Sally et les losers, c'est Air France. Je vous explique un peu. Donc, en fait, Sally rentre du Brésil et dès le début du vol Rio-Paris, l'hôtesse de l'air lui aurait demandé hyper agressivement de mettre son téléphone en mode avion. Ça, je comprends, ok, d'accord, même s'ils sont impolis. On a l'habitude, les Français sont réputés pour être pas trop chaleureux. Je dis ça en tant que Belge. Mais le problème, c'est... carte belge, le podcast a commencé depuis 8 minutes. Ouais, mais je sors dès que je le peux. Mais le problème, c'est qu'en fait, l'hôtesse lui aurait saisi la main. Et ça, pour moi, c'est un no-go de ouf. Tu ne touches pas les gens que tu connais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Donc, je cite Sally. J'étais en train de dormir. Cette hôtesse est arrivée. Elle a arraché ma couverture. Donc, je me suis réveillée d'un coup. Et elle était en train de me crier dessus. Donc, ça l'explique alors qu'elle serait sentie comme une criminelle, qu'elle aurait été en pleurs et que le ton est vite monté, que l'équipage n'a eu aucune compassion pour elle. Et qu'on lui aurait même dit que la police l'attendait à l'atterrissage. N'importe quoi. C'est vraiment un truc elle de était ouf. là, la police. Oui, ils étaient là. C'est juste en dingue. bas. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Sally n'a pas relevé le côté raciste de l'agression, mais les gens qui sont dans la vidéo ont clairement dit, parce qu'elle a filmé tout l'échange, et les gens ont dit depuis le début, vous êtes agressif avec elle, et vous êtes clairement raciste. Mais je pense que c'est pour pas avoir de diffamation. Justement, c'est ça en fait, c'est pas avoir de diffamation. Je me disais comment elle fait pour pas dire. Surtout que souvent, quand on sort la carte de racisme, c'est vite mis sur le côté en fait. Bien ok, sûr. d'accord, vous vous victimisez, c'est toujours ça, non, peut-être que tu étais... Voilà. Donc elle a le plus dit, c'est parce qu'en fait elle est jeune et elle trouve que les adultes et les plus âgés ont tendance à se comporter de manière hyper débattue avec les jeunes, genre les toucher, tout ça, ce qu'ils feront pas avec les personnes âgées. Donc je pense qu'elle a bien fait de pas parler de racisme parce que ça a été pris plus au sérieux. Mais ce qui était intéressant, c'est que du coup, il y a eu toute une vague de personnes qui ont raconté leurs mésaventures sur les vols Air France et ils seraient pas du tout inconnus à la première essai en fait. Et du coup Air France a dit qu'ils prenaient l'affaire très au sérieux et ils disent, je cite, les faits relatés par cette passagère ne correspondent en rien aux standards d'attention personnalisée et de services dédiés que nos équipes doivent à tous nos clients. Donc pour l'instant l'affaire est en cours et nous bien sûr on est du côté de Sally. Mais moi j'ai vu aussi que du coup il y avait cette histoire-là, ça avait fait perdre 5% en cotation. Air France avait perdu 5% en cotation. Mais c'est vraiment dingue pour dire franchement aujourd'hui comment l'opinion publique a un poids de malade quoi. Comme tu peux, faut arrêter les trucs dégueulasses. Ouais, il faut arrêter parce que maintenant tout le monde filme. Soutien Crazy Sally. Yes. Gros soutien. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé.
Cette semaine, il est temps de nous confesser. Nous avons tous et toutes osé surfer sur Skyblog. Nous avons peut-être eu un blog là-dessus. As-tu eu un blog, Audrey ? Évidemment, j'en parlerai tout à l'heure, j'en ai même plus d'un. Trop hâte de la confesse. Et toi, Moi, j'avais un Tumblr parce que moi, mes parents sont très hippies, donc ils voulaient pas d'écran, rien du tout, donc j'ai eu un Tumblr, mais pas un Skyblog. Ok. Alors, same, mais par contre, j'ai bien stalké mes crushs sur leur Skyblog. Skyblog, qu'est-ce que c'est ? C'est une orthographe atypique, un peu kawaii, un peu emo, kikou, XD en pagaille. C'est des visuels grossiers aux couleurs criardes, des gifs pailletés, des lâchez vos coms, un esthétique hyper années 2000 qui nous a tous et toutes portés. Si je devais, par exemple, te demander, Kumbis, un mot auquel te fait penser Skyblog, ce serait quoi ? Moi, c'est les fonds colorés. Ok. Je me rappelle de ça. Et toi, Audrey ? Beaucoup trop de trucs intimes lâchés en public. Qu'on aurait peut-être pas dû écrire. Porté par une radio Skyrock, Skyblog était le reflet de nos vies et visiblement hâte d'aller checker celle d'Audrey où nous déversions nos sentiments parce qu'on est trop torturés par ici. La plateforme relique des années collège pré-Facebook a été fondée en 2002. En 2007, elle était le 17e site le plus visité au monde, ce qui est énorme pour une plateforme française à la base, et elle fermera. Au nom du Père, du Fils et d'Internet, elle fermera le 21 août prochain. À cette date, ces milliers de pages passeront aux archives nationales de façon anonymisée. Donc si tu ne supprimes pas tes pages... Accès, du coup, quand même, à son Skyblog ou pas du tout ? Non, tu pourras plus y avoir accès. Si tu veux faire des screens, it's now. Pourquoi elles vont passer aux archives nationales ? Parce que ce sont de véritables sources sociologiques pour les sociologues Mon d'aujourd'hui. blog va être une source sociologique. Et je l'entends sur nos habitudes, comment est-ce qu'on vivait, et tu vois, il y aura des gens qui seront sur la planète Mars et ils seront en mode genre, ah bon, ils faisaient pipi dans de l'eau potable ? Bref, un jour, voilà, nos pages seront étudiées. Audrey, en premier, revient sur cette popularité post-bug de l'an 2000. À toi, le micro, Audrey. Oui, je vais commencer par parler justement de mes blogs sur Skyblog. Ah, yes ! Mais que je regrette d'avoir supprimé, en fait. Il y a quelques années, j'ai été prise de panique. Je me suis dit, mon Dieu, ma trace sur Internet, si quelqu'un tape mon nom, peut-être que par miracle, la personne trouvera mes 2 Skyblogs. Et là, c'est la fin de toute crédibilité journalistique. Donc tu passeras pas aux archives nationales ? Je ne crois pas. Mais peut-être que j'en avais un 3e. En fait, j'ai un trou de mémoire. Je pense que j'ai fait un déni. Et peut-être qu'il y en a encore un qui est en ligne. Mais je vous donnerai aucun indice, évidemment. Évidemment. On va trouver. Moi, je trouve tout le monde sur Instagram. C'est vrai. Mais en vrai, je veux bien que tu me trouves parce que ça me ferait beaucoup rire de voir tout ça. J'avais 2 blogs. J'en avais un peu perso où, tu sais, je postais des photos, voilà, entre potes, etc., avec des citations. Et le deuxième, c'était un peu poésie, enfin en tout cas ce que je croyais être de la poésie, et voilà, j'aurais beaucoup aimé retourner dessus pour voir un petit peu tout ce que j'y avais mis, parce que j'y mettais beaucoup de cœur. Franchement, ça me tenait beaucoup à cœur. On aimerait tous les retrouver pour voir ce que tu y avais mis. Oui, franchement. Donc Kumbis, à ton enquête. J'attends que tu retrouves mon Skyblog. En tout cas, Skyblog, je pense que comme pour beaucoup, c'est devenu rapidement l'une des plateformes de blog personnels les plus utilisées, les plus aimées à l'époque, en tout cas au début des années 2000. Moi, je sais que j'y passais la plupart de mon temps avec MSN aussi. Donc du coup, Skyblog, c'était devenu hyper important pour les adolescents du début des années 2000. Là, j'ai lu un article du Monde qui datait de 2005, donc de l'époque, qui disait, voilà, pour ces adolescents, le Skyblog est l'exutoire d'une passion, le lieu où ils exposent sans modération leur folie douce pour une vedette, un groupe, un jeu, un hobby, photos, histoires, rumeurs, circulent de blog en blog, reliés par des liens hypertextes. Et je me rappelle exactement, tu sais, de toute l'esthétique un peu Skyblog, un peu cheap, un peu kitsch, j'adore. Et je me demandais pourquoi c'était aussi populaire auprès des ados, mais c'est aussi parce que ça leur permettait de créer, de personnaliser beaucoup de choses. On pouvait vraiment personnaliser à fond nos propres pages, partager ses pensées, y mettre ses photos, vidéos, interagir avec les autres, avec les commentaires. Je me souviens, on disait « lâche tes coms ». Je sais pas si vous vous souvenez de cette phrase. Et puis aussi, c'était un récent accès à Internet, donc exactement, il y avait une frénésie. Il y avait une frénésie autour de ça, et c'était les premiers aperçus un petit peu de l'expression de soi en ligne avec MSN aussi, et donc vraiment c'était de l'expression de soi, exactement. C'est ça, on mettait tout. Un âge où à part tes vêtements ou tes Converse, t'avais pas encore trop de biais. Non, t'avais pas de biais, et je pense qu'on n'avait pas encore conscience des dérives d'Internet, et du coup on mettait vraiment tout. Enfin, moi, je sais que je partageais vraiment toute ma vie. C'était mon journal intime. Et donc, c'était un journal intime public. Et donc, les gens pouvaient aussi commenter. Il y avait la possibilité de mettre des commentaires. Et donc, recherche un petit peu de validation des autres, au final. Il y avait des commentaires positifs, mais il y en avait aussi des négatifs. Ça pouvait déterminer, en tout cas, le fait que tu passes une bonne journée ou pas. En tant qu'ado, tu sais, quand tu te construis et que tu reçois des commentaires négatifs, je sais qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient mis en PLS. En tout cas, Skyblog m'a offert, je pense que comme beaucoup d'adolescents, un espace
espace pour exprimer ouvertement mes pensées, mes sentiments, mes expériences, écrire tous les dramas de ma vie d'adolescente en ligne. Alors, drama, c'était ma mère qui voulait pas m'acheter ma paire de Converse. Hein. Et ça me servait vraiment d'exutoire thérapeutique, vraiment journal intime, quoi. Et je sais qu'aux États-Unis, l'équivalent, c'était un petit peu MySpace. Ouais. Et nous, on a beaucoup moins eu. Ouais. Mais, alors qu'à chaque fois que maintenant, il y a des docu-réalités avec des rapports en lien sur Internet, tu sais, sur Netflix, ça commence toujours genre « And I was on MySpace ». Et moi, je suis comme genre « C'est-à-dire ?» Je pense vraiment l'équivalent, c'est Skyblog en vrai. C'était un petit peu les mêmes fonctionnalités. Et ça servait pareil d'exutoire aux personnes qui se sentaient un peu incomprises, marginalisées, ou alors aux ados, ou aux personnes, tu sais, qui avaient des intérêts un peu niches, qui voulaient les partager sur Internet et tout. En tout cas, je pense que pour plein d'ados des années 2000, comme je le disais, ça servait à documenter leur vie, documenter leurs souvenirs, partager leur expérience. Et au final, je pense que ça m'a beaucoup aidée dans mon adolescence parce que c'est pas une période facile et ça faisait un petit peu tampon, tu vois, entre tous les trucs qui se passaient dans l'adolescence. Et est-ce que vous aviez des amis sur Skyblog, genre Ouais. Des amis que d'Internet, tu veux dire? Ouais. Ouais, j'en avais. Moi, j'avais pas le mien, je vous dis. Ah, bah moi, j'en avais. Ok. J'en avais Et pas mal. t'es en contact avec certains ou pas encore? Ah non, je pense plus. pas. Okay, mais j'ai essayé d'en retrouver il y a quelques années, mais j'ai pas retrouvé. C'est en même temps, les pseudos étaient tellement tirés par les cheveux que c'est assez dur maintenant à l'âge adulte de retrouver ces personnes, tu vois. Mais voilà, en tout cas, je partageais beaucoup de trucs, des photos, des sorties, mes tenues, groupes de musique préférés, les stars aussi qu'on pouvait aduler. Ça crée vraiment des communautés autour d'intérêts, d'expériences de vie. Et donc, il y avait aussi un sentiment d'appartenance et c'est hyper important quand on se construit dans l'adolescence. Je sais pas ce que vous étiez quand vous étiez ado, mais moi, j'étais émo. Moi, je suis les petites pétasses de l'école. J'ai toujours été comme ça. Moi, j'avais la grosse mèche, les yeux noirs, les Converse. C'est vrai. Je veux une photo. La communauté veut une photo. J'ai voulu en retrouver une pour vous la montrer en direct pour que ça fasse un effet surprise, mais j'ai pas retrouvé. Mais peut-être qu'un jour je la retrouverai. Mais t'avais des amis émo, vous étiez tous émo. Il y avait que moi qui étais émo. Vous parliez en émo. Ah non, mais t'étais la seule émo de ton école, genre? Non, mais en plus, j'étais la seule personne noire de mon école et je me suis dit, je vais me rajouter des bâtons dans les roues. Je vais en plus de ça adopter le style émo. Faut dire c'est qui Audrey la noire qui est émo là-bas. Ah, ok, d'accord. Vraiment pour me démarquer à tout prix. Enfin voilà, en tout cas Skyblog et MySpace aussi, j'imagine aux États-Unis, ça a joué un rôle aussi dans la vulgarisation de l'esthétique émo. Oui, pour moi c'est hyper phare ces années-là. C'est qui les stars des chanteurs émo? C'est genre Evanescence ou ça ou rien à voir? Tokyo Hotel. En tout cas dans les années 2000, c'était des trucs Evanescence, comme ça, je sais pas, j'ai envie de dire oui. Ouais. J'ai pas de souvenir vraiment de elle non plus avec cette esthétique. Mais enfin. Toi, t'aurais dit qui? Tokyo Hotel et puis en France Bébé Brune ou pas du tout? Un peu c'est plus pop rock quand même. Kyo peut-être plus, non, parce que moi c'est le début de la période rock carrément, c'est très mélancolique, très sad, et du coup j'étais vachement dans cette... Mais d'ailleurs genre j'ai un truc hyper honteux à dire. J'étais à Combini et il y avait du coup un groupe qui était là et je pense que c'était Kyo. Mais oui, dans leur 20 ans ils refont une chanson. Non, écoutez-moi ça. Aujourd'hui, j'aime trop votre chanson Dernière danse. Il dit ah non, c'est pas nous. J'ai dit mais si, c'est vous. J'ai longtemps parcouru ton corps. Il dit non, nous on est Kyo. Non, nous on est trio. Un trio. C'est des trios. Et alors c'était Kyo. Il dit mais si, c'est vous. Il a dit non, nous on est trio. On est hyper drôle que t'aies insisté, que t'es en mode mais rappelle-toi, t'avais des larmes et tout. Oui. Ah oui, il a dit mais si, c'est vous en fait. Il a dit mais non, ce n'est pas moi, c'est un mauvais groupe. Donc voilà, la honte. Merci pour cette anecdote. Donc voilà, c'est la honte. Mais en tout cas, je trouve que Skyblog, il y avait vachement cette esthétique émo. Enfin, c'était en tout cas l'ère, l'apogée de l'esthétique émo. T'avais des visuels, des photos, tu sais, hyper sombres et mélancoliques, ou alors des photos hyper saturées que tu prenais de haut comme ça. Là, t'as l'impression que c'était pris depuis une grue. C'est ça, absolument. Il y avait des poèmes et des citations un peu cucu, des un rayures, peu tristes. Des rayures, des étoiles. Mais c'est un peu comme les photos de Zendaya à l'époque, en fait. Mais exactement. Ok, d'accord. Ok. Mais je vous en montrerai. Parce que pour moi, emo, c'est très sombre en fait. Mais là, c'est hyper coloré, c'est hyper pop en fait en soi. C'est un mélange de pop et de gothique. C'est pas romantique gothique, c'est pas un délire comme ça. C'est pas genre une sous-culture du punk rock du coup. En tout cas, pour moi, c'est un peu le côté mélancolique, mélangé. Et effectivement, il y a des visuels très pop en fait. T'as des étoiles, t'as des trucs parfois colorés, parfois sombres. Mais du coup, ça me fait penser aussi au fait qu'on pouvait personnaliser nos pages sur Skyblog et les personnaliser avec cette esthétique aussi émo. Tu pouvais mettre des arrière-plans,
plans, des images personnalisées, des gifs, de la musique. Et tu pouvais personnaliser avec un code HTML. Et franchement, je me prenais trop pour un hacker. Ah oui. Tu sais, tu avais vraiment une partie où tu pouvais aller dans le code vraiment de la page et je faisais des copier-coller de code et tout pour personnaliser ma page. Et puis tu pouvais aussi mettre, tu sais, des écritures un peu illisibles avec des majuscules. Avec les trois, tout ça, genre Smay, tout ça là. Exactement, des dégradés de couleurs, tout ça. Et quand t'es ado, c'est génial, quoi. T'as l'impression que le monde t'appartient, tu peux tout personnaliser, tout est. C'était très créatif, je trouve, comme plateforme. Et voilà. Et c'était aussi, je pense, au-delà de l'émo, il y avait aussi beaucoup l'esthétique tectonique. Je sais pas si vous vous souvenez de ce fléau. Bien sûr qu'on se rappelle. J'ai évidemment dansé ça en boom, en colo. T'as dansé ça? Ah ouais, grave, ouais. Wow, tu dansais bien? Ça m'étonne pas, en fait. Arrête, non, mais attends, j'étais pas dans une congrégation où j'allais place de la Bastille pour le faire. Ok, d'accord. Mais oui, je me rappelle en colo qu'on le dansait, que j'avais regardé des tutos et tout. Pendant un an, bah oui, on dansait un peu ça au boom. Mais du coup, tu m'as parlé de l'esthétique un peu très mélancolique. Ça me fait penser à deux personnages qui ont émergé lors de la période Skyblog. C'est la Hit Girl et la Sad Girl. Je vais commencer par la Hit Girl. Donc la Hit Girl, c'est la fille qui est d'office jolie, d'office mince, qui avait une vie de rêve, et un petit copain de rêve. Ouais. Non, c'est deux trucs différents. Non, elle était pas sad. Elle vivait sa meilleure vie. Pardon, Hit Girl. Ouais, Hit Girl. Donc voilà, Hit Girl, c'est la fille en fait qui passait ses vies à boire du thé, à aller faire du shopping. Et comme en fait à l'époque il y avait pas beaucoup de réseaux sociaux, c'est vraiment elle qui nous montrait c'est quoi les trucs stylés, où on devait aller manger, comment on devait s'habiller. Et je pense par exemple, t'as dit Miss Pandora. Oui. Il y avait aussi Alexa Chung, il y avait aussi Margot Lambert, tu te souviens? C'est une Parisienne qui sortait avec un mec un peu genre bébé brune, avec la mèche, tout ça. Elle était hyper blonde, avec les sourcils blonds, les yeux hyper bleus, et tout le monde voulait lui ressembler. Moi, je suis noire, sourcils noirs, yeux noirs, mais c'était quand même mon idéal. Il y avait aussi Kenza, Zadoun El Glaoui, tu te souviens? Donc là, c'est vraiment les Hit Girls, et qui n'étaient pas actrices, qui n'étaient pas chanteuses, elles étaient juste connues pour être connues. Leur rôle, c'était de vivre leur vie et d'avoir une personnalité très, très lisse, très, très fade. Mais on les aimait. Tu dis ça en toute détente. Non, mais c'est vrai, elles étaient fades. Elles prenaient pas parti. C'était vraiment des filles qu'on voulait juste regarder, un peu comme la télé-réalité. Non, mais il y avait en fait. un esthétique qui te permettait d'avoir des pseudo-modèles quand t'es ado, quoi. Et t'as vraiment te référer à des figures. Après, bon, relativement, c'est des figures positives, quoi. C'était oui, pas du tout. C'est vraiment, c'est des filles chouettes, hein. Des filles chouettes. Positives, mais ça crée des complexes parce que c'est très différentes de nous. C'est tous des normes très de beauté, minces, très très minces, très très riches. Elles travaillaient pas. Et nous, on était là avec nos kilos en trop. On devait aller étudier les maths. C'est pas très chouette, tu vois. Mais bon, elles n'existent plus vraiment aujourd'hui, même s'il y a toujours des filles qui sont les filles du moment, comme la situation de Kim Kardashian. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a tellement l'omniprésence des réseaux sociaux où tout le monde est connu super vite et déconnu super vite, en fait. Genre, chaque jour, une Hit Girl naît et une Hit Girl meurt. Donc, il y a plus, c'est dramatique, mais il y a plus la era où on suivait la meuf pendant 10 ans. La célébrité, et on l'a vu il y a trop de comptes, trop de gens. Et tout d'un coup, après, elle devenait maman et qu'elle commençait à faire des partenariats avec toi, trucs à porter pour les mamans. Non, tu vois, parce que maintenant, c'est des filles qu'on voit 10 minutes, après on change. Tu vois. Mais un truc qui est resté encore aujourd'hui, c'est la sad girl. Donc la sad girl, c'est quoi? C'est la glamorisation de la souffrance féminine. Que ce soit physique ou émotionnelle. La fille triste fascine au cinéma, comme dans le dernier film sur Marilyn Monroe, Blonde, qui a été arrêtée de malade parce qu'elle disait justement qu'il glamorisait la souffrance de Marilyn Monroe, où on savait qu'elle était triste, on savait qu'elle était abusée. Et bon, je sais pas si vous avez vu le film. Non, je l'ai pas vu. En fait, j'ai tenté de le voir. Moi, j'ai regardé, tout le temps, elle pleure, en fait. Elle pleure, elle est triste tout le temps. Oui, puis au bout de la troisième pseudo-échographie d'enfant, j'ai fini par arrêter de regarder. Donc voilà. Et il y a aussi dans la musique qui fascine la sad girl, par exemple, avec les textes de Lana Del Rey, qui est aussi décrié, parce qu'elle met en scène les hommes violents, en disant qu'elle aime bien les hommes un peu plus vieux, un peu manipulateurs, tout ça. Et moi, je l'adore, Lana Del Rey, mais on peut dire que ces textes sont très problématiques. Ouais, on peut parler aussi de The Idol, de la meuf qui est prête à tout pour être aimée, en fait, en soi, tu vois. Et dans le make-up sur TikTok, je sais pas si vous avez TikTok, les filles. Évidemment. J'ai évidemment TikTok. Ok, mais vous regardez quoi? Vous regardez des trucs make-up ou plus des trucs actu? Le 2, moi c'est drag queen, make-up, actu. Moi c'est des lesbiennes et DHD. Et qui? TDAH, ADHD, des trucs de santé mentale. Ok, d'accord. Et des lesbiennes, c'est tout. C'est vraiment des trucs de manifestation aussi. C'est vrai? Yeah, because I want to be a star baby. Ok. Genre en mode la oui positive, en mode je relance. Folle, en fait, j'en peux plus. Mais vous y croyez, vous, à ça ou pas? Moi, je crois que la pensée positive existe,
Je pense qu'elle existe dans un certain cadre et ouais, mais qui est en fait que un des facteurs et c'est, enfin, parfois en fait il te passe des trucs dans ta vie où c'est pas vrai que tu peux avoir une action dessus et il y a des trucs extérieurs qui font que t'as beau manifester, bon, ça va jamais rien changer. Ok. Mais pour terminer sur une note positive, je disais que si vous voulez ressembler à une sad girl, le make-up qu'il faut faire, c'est comme si vous avez pleuré toute la nuit, donc il faut avoir les lèvres un peu gonflées, au gloss, les yeux brillants avec un peu de vaseline en dessous. Je sais pas si c'est très bon pour la peau, mais c'est ça. Et le nez et les joues rougies. En fait, ils vont ressembler un peu à un mème. Et d'ailleurs, Mao, c'est ta chronique. Quelle transition sur les mèmes. Félicitations. Mais vous vous rappelez ou pas qu'il y avait un moment, il y avait un tuto make-up, c'était sur le TikTok make-up il y a 1 an, où il fallait se faire les cernes rougies. Mais oui, c'est ce qu'on parlait de tout à l'heure avec Cassandra, que vous connaissez pas, mais qui est là. Et en fait, c'est vraiment... Cassandra qui est notre chargée de prod, juste pour les gens qui écoutent. Et en fait, il y a tout un pan de TikTok où ils mettent en scène la femme fatiguée, la femme qui est au bout de sa vie, en fait. Mais en fait, tout ce que tu décris, c'est juste moi, naturellement, genre... T'es trop... les cernes, les yeux gonflés, parce que j'ai pleuré la nuit. C'est juste moi, tous les jours. Mais fais un compte TikTok et tu seras plus obligé de venir ici parce que tu seras trop riche, en fait. De ouf. Alors, les mèmes, petite définition selon le journal Le Monde. C'est une photo, une citation ou une courte vidéo auquel on rajoute une touche d'humour. Faut-il encore qu'il soit partagé en masse et paf, un mème est né. J'ai pu visiter un site qui s'appelle Know Your Meme, sache ton mème, qui regroupe l'histoire des meilleurs mèmes. Alors, je vous propose qu'on vote pour le meilleur mème. Moi, j'en ai gardé 3. Et si vous avez des mèmes qui vous viennent en tête, qui sont connus, vous pouvez aussi les ajouter à la liste. Ok, d'accord. Le premier, mais alors j'ai trop peur de parler de mème, vous voyez pas du tout ce dont je parle. Celui de la petite fille dans la voiture qui a des couettes et des dents apparentes, qui a genre 3 ans et quelque comme ça. Si, moi je vois très bien. Avec des yeux comme ça. Ah oui. Elle a l'air trop belle. Genre, what's going on? Ouais, exactement, she's what's going on. T'as la petite fille qui a un micro et qui danse de ouf et qui est un petit peu potelée et elle se prend pour une... Ah non, ça je l'ai pas. Ok, je serai seule dans ma bulle. Il y a le même du monsieur aux cheveux blancs qui tient une tasse avec un sourire un peu gauche et comme ça. Oui, c'est une photo de The Office, un truc comme ça là. Non, c'est les banques d'images. Cadre, non, ouais, les banques d'images. Oui, je vois très bien. Ah non, je vois pas. Je vois. En tout cas, c'est génial ce jeu puisqu'on a tous et toutes les mêmes références. Ensuite, le couple. Ouais, ça je connais. Ouais. J'ai pas fini ma phrase. Non, mais je vois ce que tu veux dire déjà. Le couple avec la meuf qui se retourne, tu sais, parce qu'il y a son mec qui regarde ou un truc comme ça. Il y a toujours un... Ok. Ouais, on peut se faire un check, c'est le premier point. Et je monte le check parce que Audrey m'a laissé dans le vent. Concentré sur les mêmes, désolée. Homer Simpson qui rentre dans un feuillage. Ah oui, voilà, je vois très bien. Ce sera tout pour moi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un mème? Moi, j'aime bien le même du coup de feuillage avec Kim Kardashian qui est comme ça, qui regarde, qui sort de buisson, qui regarde. Je me sens seule. Je suis désolée. Mais comme quoi, c'est fou. Un mème, il faut vraiment... Pour qu'un mème soit connu, faut vraiment... c'est vraiment de inside joke en fait. C'est sur ton truc d'actualité, c'est qui tu suis et voilà ça. Ouais, bref, donc bravo à Inès Reg pour les paillettes dans la vie, puisqu'elle a lancé quand même un truc. Eh bien, il n'y aura pas de vote, mais bravo à tous les mêmeurs qui nous en ont donné, qui nous permettent de rigoler, d'envoyer des trucs à nos bestas. La plupart sont britanniques et on ne sait pas, en fait, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont vraiment tenté de savoir s'il y avait une formule scientifique pour la réussite d'un mème. C'est vrai? Ouais. Et après des années de recherche, il n'y a pas de recette. C'est vraiment... Merci pour cette conclusion. Il est impossible de le dire. Est-ce qu'il y a un moment de votre vie qui pourrait devenir un mème? Moi, tu sais, j'aime bien le mème où, je sais pas, il y a un personnage où il y a du feu autour de lui et il dit « This is fine ». Ouais. Ça, j'adore. C'est toi? Ok, ouais, j'aime beaucoup. Moi. Aussi. Okay. Moi, je dirais quand je bide. Moi, je sais que j'ai bidé un nombre, mais incalculable de fois. Mais je pense que tu peux prendre une séquence où je bide et mettre genre... Quand tu dis je t'aime à ton père, et t'as juste le silence qui dure, tu vois. Audrey, on arrive à la fin de cet épisode. Mais j'adore ton titre. J'ai envie de le dire avec un ton. Downfall. The Downfall of Skyblog. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, on parle des côtés positifs, mais c'est pas si rose que ça. C'était en ligne, du coup, évidemment, il y avait du harcèlement dans les commentaires. C'était pas toujours très bienveillant. Et puis, il y avait aussi des contenus très inquiétants. Moi, je me rappelle de vachement de pages qui étaient vraiment de la promotion, en fait, aux troubles alimentaires. C'était vraiment des grave types moi, j'y allais anorexie. dessus. Moi aussi, évidemment. Anna.
Pro-Ana. Ouais, exactement. Il y en avait beaucoup sur Skyblog. Sur Tumblr aussi. Et du coup, je me suis renseignée et apparemment, à l'époque, il y avait des modérateurs qui travaillaient 24 heures sur 24 et qui signalaient du coup certains de ces posts et qui renvoyaient ces posts-là à des psys qui prenaient contact directement avec les personnes en question. Voilà. Donc moi, j'ai pas vu ça, mais bon, tout n'était pas encore très régulé. C'était les débuts d'Internet. Voilà. Et donc, à côté de ça, il y a eu la montée en puissance d'autres plateformes comme Facebook, Twitter, Tumblr. Et donc, la popularité de Skyblog a vraiment chuté. La plateforme n'a pas su s'adapter. Il y a eu des nouveaux usages d'Internet. On avait un peu la flemme de raconter sa vie en public. Les usages ont changé et Skyblog n'a pas su s'adapter. Quand même, Skyblog a survécu jusque maintenant, puisque comme tu disais, Mao, c'est encore en ligne, mais c'est plus pour très longtemps, jusqu'en août, c'est ça ce que tu disais ? Le 21 août 2023. Merci. Et je me demandais pourquoi. Je me demandais si c'était parce que les gens étaient un peu nostalgiques des années 2000 ou alors si c'est juste par habitude. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que là, maintenant, sur Skyblog, ce qui reste, c'est surtout des pages de fans dédiées à des stars. Il n'y a plus trop comme avant, tu sais, des gens qui racontent leur vie et qui disent lâche tes coms. C'est un petit peu passé. Et j'ai envie de dire un petit peu bien fait pour la fin de Skyblog, parce que j'ai découvert aussi que le PDG de Skyrock a été condamné en 2008 pour détournement de mineurs. En tout cas, en 2021, aux dernières nouvelles, il était toujours PDG. Quoi ? Vous voulez dire que PPDA n'a toujours pas été condamné ? Oui. On termine cet épisode en parlant des nouvelles figures qui émergent d'Internet. Après les sad girls et les hit girls dont nous a parlé Kumbis, il y a une figure maintenant incontournable sur TikTok et Instagram qui s'appelle Karen. Karen est un personnage fictif issu des banlieues de la classe moyenne américaine qui fait l'objet de plein de parodies. Moi, j'ai aussi notamment un personnage parodique qui s'appelle Mao Kitri sur Internet où j'essaie de mettre une meuf qui met en exergue les contradictions de la pensée de la droite traditionnelle. C'est fait très genre, oui, j'ai eu ma licence en sciences politiques. Et j'aimerais faire, ça m'a inspiré d'écrire la fin de ce truc, parce que je me suis dit, du coup, vas-y, je vais faire un Mao Kitri qui devient une Karen et qui parle à une boulangère en faisant, je veux parler à votre manager. Et la meuf sera en mode genre, je suis la manager. D'accord, ce sera la fin du même. Après, les hit girls et les emos, voilà, ce sont ces fachos blondes américaines qui foutent leur nez dans les affaires des autres, qui judiciarisent le moindre rapport humain, qui se sentent agressées quand elles sont dans le même mètre carré qu'une personne racisée. Et écoutez, c'est une mauvaise chose qu'elle existe, mais une bonne chose qu'on les tourne en parodie. Sur Twitter, Insta, Facebook, bref, vous pouvez les voir partout, se mettre à chialer quand elles voient deux personnes noires faire un barbecue dans un parc, se mettre au sol d'un magasin, voilà, en disant cette fameuse phrase « I want to talk to your manager ». Voilà. Donc, pour le pire et le meilleur, voilà, de nouvelles figures émergent. Mot de la fin, est-ce qu'on dirait pas chacun et chacune notre citation préférée de Skyblog ? Ah, je crois que j'en ai noté une, attendez. Moi, je dis c'est ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Ce que je pourrais faire en twerk ta vie, vis pas tes twerk. D'accord. Moi, j'avais trouvé une citation parce que j'en cherchais tout à l'heure. Il y en a pas mal. Tu sais, sur des fonds un peu kitsch, avec des étoiles et tout, c'est des trucs un petit peu cucu. Dans le ciel, il y a des nuages. Dans le désert, il y a des mirages. Et dans ma tête, il y a ton visage. Allez! Mais moi, j'avais pas Skyblog, donc je regarde les plus belles citations. T'inquiète, je chante une pour toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ok, d'accord, voilà. Allez. Quand tu brises un cœur, dans le ciel, une étoile meurt. Et quelque part, un ange blessé pleure. Donc voilà, c'est ça ma citation. C'est tellement kitsch. Allez, cap de On fin. adore. Donc voilà, wouhou. L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Dans ma chronique aujourd'hui, je parle de mode. Ok, on en a marre, mais il faut savoir que la mode reflète le monde dans lequel on vit. S'il y a un grand changement sociétal, il se ressentira dans les collections. Donc la liberté sexuelle de la femme, par exemple, a donné naissance au bikini, à la mini-jupe, aux deux nus, etc. Et l'évolution sur les questions de genre a donné naissance à la mode gender fluid. Si vous connaissez pas, en fait, c'est que les experts aujourd'hui se demandent si c'est une utilité qu'on parle de mode féminine et de mode masculine, parce que les gens qui aiment vraiment la mode pioche et dans le vestiaire féminin et dans le vestiaire masculin. On peut voir d'ailleurs que lors de la dernière Fashion Week homme, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus de genre, les designers ont joué sur les clichés du genre, justement. Et du coup, Ludovic de Saint-Cernin a mis des boucles d'oreilles de femmes riches aux hommes. Issey Miyake leur a concocté des robes plissées et les designers de Butter leur ont même donné des hauts triangles de bikini. Voilà, on voit vraiment que maintenant, la mode est gender fluide et on peut tout faire. On aime voir ça, mais ce qu'on aime un peu moins, c'est le manque de diversité sur les premiers rangs, donc les front row, et dans les invités des défilés. Donc pendant longtemps, en fait, il faut savoir que la mode était un entre-soi homogène et monochrome. Il y avait
quelques journalistes racisés comme l'iconique André Léon Taïli du Vogue America, qui faisait vraiment le taf. Mais à part ça, il n'y avait pas de noirs, pas d'arabes, ni rien du tout. Et pour comprendre déjà comment on invite les invités de la Fashion Week, il faut savoir qu'il y a 4 catégories. Donc les acheteurs, ce sont les gens qui représentent les grands magasins comme Harrods, Kiss, Le Bon Marché. Et eux, en fait, ils regardent les défilés et ils disent « Ah oui, ça, je le veux dans le magasin ». Donc eux, c'est les acheteurs. Il y a les journalistes mode, comme moi, et comme par exemple Karine Rothfeld, comme Anna Wintour, elles sont des personnalités, mais là en fait on est lié à un média. Il y a les amis de la marque, c'est les gens qui sont souvent très riches et qui ont la possibilité de acheter tout le défilé et toutes les collections. Donc elles sont invitées par les marques pour voir les collections déjà avant nous. Et souvent elles repartent avec un cadeau et elles disent ah oui, le look 3 je le veux pour demain. Donc voilà. Et à côté de ça, il y a les nouvelles célébrités. C'est les personnalités, c'est des gens, c'est des stars, c'est des gens du cinéma, des gens de la musique, tout ça. Mais avant il y avait beaucoup de blancs. Et du coup maintenant ça change un peu. Et si on veut savoir pourquoi, c'est parce qu'en fait, pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes racisées? Parce que pour les marques, en fait, on n'était pas leur cible et ni leur public visé. Pour eux, on n'était pas vendeurs, donc ils nous mettaient sur le côté. Et bien sûr, je ne parle pas des femmes riches arabes et des femmes riches asiatiques qui sont vraiment les principales acheteuses du luxe. Mais maintenant, ils voient en fait que l'image street et l'image urbaine, même si on n'a pas à dire ça, est tellement omniprésente qu'ils ne peuvent pas faire sans nous, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, l'anecdote qui dit qu'il y a beaucoup de marques street comme par exemple Lacoste ou alors street, genre c'est ceux qui mettent Stereo Takinis, vous voyez les trucs, les trucs, ouais. En fait, Lacoste s'est battu pour ne plus être associé à des rappeurs au début. Ils voulaient plus que les gens mettent leur marque en avant. Personnes de cité aussi. Ouais, les rappeurs, personnes de cité, les personnes racisées. Mais quand ils ont vu que c'était leur meilleur pub, ils ont changé et maintenant ils ont même fait des collaborations avec, par exemple, Moi la Squale, qui est problématique, avec Moi la Squale. Ils ont aussi fait avec Romeo Elvis, qui est aussi problématique, donc ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Mais ils ont quand même essayé de faire ce qui marche en fait. Et aujourd'hui, je pense que vous savez que le rap est la première musique écoutée dans le monde avec la K-pop. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit Maître Gims chez Dior, qu'on voit Hamza chez Kenzo et qu'on voit des stars de la K-pop partout parce que c'est eux qui marchent. Oui. Donc, je suis contente que maintenant, il y ait des Noirs, qu'il y ait des Arabes, qu'il y ait des Asiatiques dans les défilés, parce qu'en fait, c'est nous qui faisons le taf, en fait. Est-ce que SCH, il est invité? Mais SCH, il est invité. Mais avant, il ne voulait pas parce que pour eux, c'était un peu trop ghetto, comme il vient de Marseille, tout ça. Et maintenant, il est invité. Je crois que le premier défilé qu'il a fait, c'était souvent Jacques Mus. Et maintenant, il a été invité à Balenciaga avant toute l'histoire des enfants. Voilà. Bah, moi, je suis contente aussi, mais j'aurais bien aimé qu'on soit non seulement dans les défilés, mais aussi dans les équipes de création, etc. Ouais, bien sûr. Parce que oui. On avait vu Jacques Mus, il aime bien utiliser les personnes noires, métisses, etc. dans son défilé, et il y avait eu des photos qui étaient sorties de l'équipe en fait, et en fait c'était que des personnes blanches. Mais c'est vrai aussi pour la musique. Hein. Souvent quand tu vois par exemple les artistes signés et qui les signe, il y a une grande différence en fait. Et bien sûr, et ce qui est bien, c'est que dans la nomination des personnes comme Pharrell Williams ou même comme Kanye West avant qu'il soit problématique, c'est qu'ils amènent leur équipe avec eux. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais à la fin du défilé Louis Vuitton, Pharrell a dit justement que les gens ne savent pas comment on s'est battus, nous les personnes noires, pour que notre culture soit entendue. Et il a dit que plein de personnes noires sont mortes pour que moi je sois là aujourd'hui. Et il a dit qu'il aurait aimé que ce soit pas aussi difficile pour nous les personnes noires, tu vois. Je pense que c'est important, même si c'est symbolique et aussi d'accord. Il y a plein de gens qui se plaignent parce que ils ont fait 7 ans d'école de mode et tout d'un coup Pharrell il vient avec ses lunettes devenir, tu vois. Mais c'est important. C'est important parce que ça montre aussi qu'on peut faire tout. On n'est pas obligé d'être basketteur, on n'est pas obligé d'être rappeur. On peut vraiment faire tout. Et comme tu as dit, eux, ils amènent leur équipe avec eux. Tu vois, ils amènent leur équipe avec eux. Donc au défilé, il a amené des footballeurs, il a amené des Omar Sy, il a amené des Lajli, tu vois. Et c'est comme ça que ça commence en fait, tu vois. Même si c'est très lent et que j'aimerais dire que la France est mauvais élève parce que les New-Yorkais et les Londoniens invitent des rappeurs, ça depuis très longtemps. Ah ouais. Mais moi, quand j'ai commencé la mode à Paris, il y avait aucun rappeur. Hein. T'as commencé il y a combien de temps? En 2014. Tu vois, et maintenant, on a 10 ans de retard. Ouais. Et moi, en tant que Belge, je pensais que la France était plus évoluée que nous, mais je pense qu'il y a un problème de racisme en France. Non. Ouais, je pense. Et je pense que la France n'aime pas le changement, en fait. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est un vivier culturel de ouf, la France.
Donc c'est un peu contradictoire. Mais pas toutes les cultures, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a un ami à moi qui me disait, qui est un journaliste très influent, il disait en fait, les Noirs sont là et les Arabes sont là maintenant parce qu'ils ne peuvent pas faire sans nous, mais dès qu'on sera plus populaire, ils vont nous laisser partir. Et je pense que tu en penses quoi? Moi, je pense que c'est vrai. Parce que genre maintenant le rap il est tellement écouté qu'ils veulent voir des rappeurs partout, mais quand le rock reviendra en haut de la pile, ben on ira aux oubliettes. Mais de toute façon, si là aujourd'hui on a de la visibilité, que les marques nous donnent de la visibilité, c'est pas juste par bienveillance, c'est parce que ça marche. Et le jour où ça marchera plus, bah oui, effectivement. Mais c'est un peu comme les Kardashians qui ont surfé pendant des années sur l'esthétique black girl, et maintenant qui reviennent à une autre esthétique beaucoup plus blanche, et parce que c'est plus trop à la mode. Ça en fait, j'avais lu un article qui disait que les Kardashians aiment faire ce qui n'est pas à la mode pour lancer de nouvelles modes, et du coup elles ont commencé à faire de la chirurgie à outrance pour ressembler à des femmes noires parce que c'était pas à la mode dans les années 2010. Et maintenant, comme toutes les filles peuvent aller en Turquie, au Brésil, en un claquement de doigts, elles veulent se détacher de leur image un peu glamour. Glamour est sexualisé, et du coup c'est pour ça qu'ils ont perdu beaucoup de kilos. Et par exemple maintenant, depuis que Kylie Jenner sort avec Timothée Chalamet, selon TMZ, qui est pour moi une source sûre, parce que s'ils le disent, c'est que ça existe. Elle met maintenant des t-shirts blancs avec un petit jeans et des ballerines. Voilà, c'est des ballerines. Des ballerines de la marque là que tout le monde met. Repetto, voilà. Oh non. Donc je me dis, elle est devenue une white girl de ouf là. Oh mais c'est sûr que ça va revenir à la mode. Alors ça, oh non, ça je suis pas prête. Donc préparez vos orteils. En plus, on pue dans les ballerines, donc mettez bien du talc. Merci Kumbis. Les amours, aujourd'hui, je voulais revenir sur ces personnages iconiques de Madone un peu transgressive qu'aime beaucoup généralement la communauté LGBT+. Je parle bien sûr par exemple de Madonna, de Dalida, de Bambi, de Lady Gaga, d'Afida Turner, de Rachida Dati. Non, je rigole pour celle-là. Et je voulais mettre en lumière Mylène Farmer. Mylène Farmer, c'est 30 millions d'albums vendus depuis les années 1980. Combien de chansons numéro 1 ? Combien ? 37. 21. Mais bravo pour la participation. 40 ans de carrière et toujours des stades complets. Ce vendredi, elle sera au Stade de France, complet, sans quasiment aucune communication. C'est l'artiste de tous les records. Pas de communication, simplement parce que c'est sa personnalité. Pour toutes les personnes introverties, sachez que vous pouvez être une star, d'accord ? Elle en est une. Ses interviews se comptent sur le bout des doigts, mais parce qu'en fait, elle se sent mal à l'aise. And she doesn't want to do it. She just doesn't do it. Il paraît aussi que, par exemple, elle a jamais eu de salle intermédiaire, genre 100, 200, 300 places. Elle a tout de suite demandé à avoir des immenses stades parce que elle est si timide qu'elle a besoin d'une foule hyper grosse qui a l'air anonyme. Sinon, elle se sent pas bien. Et du coup, c'est génial parce qu'en fait, elle a insisté auprès de sa prod dès le début pour avoir des salles comme ça, ce qui a participé à son mythe, quoi. Et j'adore le fait qu'elle a besoin quelque part d'être anonyme et mystérieuse, parce que moi, pendant le confinement, ça me faisait tellement bizarre de pas être avec des gens que limite j'étais à ma fenêtre en train d'hurler genre quelqu'un me connaît. Personne me connaissait. C'est aussi la première à avoir fait des clips cinématographiques avec Laurent Boutonnat, comme par exemple Libertine, qui était inspiré du film de Barry Lyndon. Et certains de ces clips ont même fait, scandale. Il y en a un en 1999 qui est interdit. Ça s'appelle « Je te rends ton amour », où elle rentrait dans une église pour faire une confession. Après, elle était pleine de sang. Ensuite, elle se crucifiait. Et le clip a été interdit. Du coup, badass comme elle a édité 80 000 VHS qu'elle a vendus chez les kiosquiers. Ça s'est vendu en quelques jours et elle a revendu tous les bénéfices à la recherche contre le sida. Donc, bravo. Et merci. Et dernière info sur elle, d'où vient son nom ? Elle a commencé à être connue par un premier titre qui s'appelle « Maman a tort ». Et c'est une chanson qui s'est inspirée du film Frances, qui est basé lui-même sur l'histoire d'une actrice américaine des années 30 qui s'appelle Frances Farmer. Farmer comme Mylène Farmer. Dont l'un des internements psychiatriques qui a été organisé par sa propre mère et à laquelle la chanteuse a voulu rendre hommage en empruntant son nom. Donc voilà, merci d'avoir été une catin pour nous et avant nous, Mylène. On t'aime trop. Ouais, et bon Stade de France. C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco en télo. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire.
Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous parler de la nouvelle saison de Black Mirror. Ouais, alors c'est pas hyper niche selon moi, puisque surtout depuis que la série est produite par Netflix, mais tout de même, je vais vous faire un topo général pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série. Donc Black Mirror, c'est une série créée par Charlie Brooker. C'est une série de science-fiction ou alors thriller, je sais pas trop, qui montre un petit peu le côté sombre, dystopique de la technologie et son impact sur la société. Et donc chaque épisode de Black Mirror, ça met en avant une histoire complètement différente avec ses propres personnages. C'est jamais les mêmes personnes. Et c'est des histoires en fait qui se déroulent dans un futur proche, un peu une réalité alternative et qui montre comment est-ce que la technologie, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et d'autres avancées technologiques pourraient influencer en fait notre comportement, notre éthique et en fait juste nos vies quotidiennes. Et donc la série aborde plein de sujets et souvent des thèmes comme la vie privée, la dépendance à la technologie, son identité en ligne, enfin bref, toutes les dérives en fait du monde moderne. Donc j'adore les dystopies. Et donc c'est une série fascinant. Ouais, c'est vraiment fascinant et c'est une série qui est très sombre avec des rebondissements inattendus et suffisamment, je trouve, bien faite pour qu'on se croie complètement dans le futur, mais aussi suffisamment réaliste pour que ce futur paraisse proche et plausible, à tel point que parfois c'est pas si dystopique que ça, dans le sens où il y a certaines dérives qui existent déjà et qui sont simplement grossies ou poussées à l'extrême. Et en fait, parfois j'ai même l'impression que juste Black Mirror fait des prédictions en fait sur notre futur. Genre l'épisode des notations personnelles. Ouais, je me souviens. Pour nos auditeuristes, donc c'est un épisode où chacun a 5 étoiles et à chaque fois que tu as une interaction, on te note. On t'enlève des étoiles. En Chine, c'est aujourd'hui plus une dystopie et ça a une conséquence sur là où tu peux vivre, sur est-ce que tu as le droit de prendre les transports en commun, etc. Exactement, donc c'est pas si dystopique que ça. Et si vous vous demandez d'où vient le titre Black Mirror, ça fait référence à la surface des écrans, donc de smartphones, de tablettes, de télé. Je savais pas, merci pour l'anecdote. Et c'est aussi le symbole de la façon dont la série présente un miroir du coup de la société. Voilà, j'ai fait ma petite recherche. Okay. Exactement, le miroir sombre de la société. Et donc les premières saisons, elles ont été diffusées sur Channel 4 de 2011 à 2014, puis il y a eu un plus grand succès à l'international avec la diffusion sur Netflix à partir de 2016, donc c'était à partir de la 3e saison. Il y a eu aussi un film interactif qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Bandersnatch et où en fait tu pouvais vraiment interagir en direct et choisir des fins alternatives. C'était hyper cool. Et donc moi, pour cette nouvelle saison qui vient juste de sortir le 15 juin dernier, je n'ai regardé que les 2 premiers épisodes. Il y en a 5 au total. Et donc dans le premier épisode de la nouvelle saison qui s'appelle Joanne is Awful, c'est une femme complètement lambda comme vous et moi qui s'aperçoit que sa vie quotidienne et tous ses secrets les plus intimes, ils ont été transformés dans les moindres détails en une série télévisée et qui est diffusée sur un service de streaming qui s'appelle Streamberry et qui est vraiment pas sans rappeler Netflix du coup. Pour ajouter un petit peu plus de cringe et de bizarre à la situation, le rôle principal de cette série qui a été adapté de la vie personnelle de cette femme est joué par l'actrice Salma Hayek qui joue du coup dans la série. Alors évidemment ça pose les questions autour de la vie privée, de la collecte des données, enfin tout ça. Et j'ai fait des recherches et j'ai vu que Netflix avait joué le jeu à fond en créant justement la plateforme en question Streamberry. Elle existe pour de vrai si vous allez sur Internet. Exactement. Et vous pourrez y découvrir des anciens épisodes de Black Mirror qui vont vous renvoyer vers Netflix. Donc voilà. Et encore pire... Je vais regarder tout de suite. Encore pire, au Royaume-Uni, pour promouvoir la nouvelle saison de Black Mirror, Netflix a utilisé les photos des utilisateurs de Netflix sur des panneaux géants publicitaires qui indiquent bientôt disponible sur Streamberry. Donc en gros, tu te balades dans la rue, tu vois vraiment ta tête en gros plan sur un panneau publicitaire. Ah bon ? Exactement. Et le but, c'était de reprendre la thématique de ce premier épisode. En gros, si tu acceptes les conditions d'utilisation sans les avoir lues avant, tes données personnelles, on va en faire ce qu'on veut. On va en faire des trucs marketing. Donc voilà, c'est vraiment poussé jusqu'au bout. Black Mirror jusqu'au bout, effrayant jusqu'au bout. Et puis, il y a le 2e épisode que j'ai regardé. Je vais pas en dire beaucoup, mais ça s'appelle Locke et Henry et ça se concentre un petit peu sur tout le succès des séries autour des serial killers sur les plateformes de streaming.
Et donc, je vois, en tout cas avec ces 2 premiers épisodes, que j'ai l'impression que Netflix s'autocritique. Oui. Un peu d'autodérision. C'est des épisodes qui sont toujours très très sombres, mais je trouve quand même que c'est un peu moins bien que les premiers. C'est une bonne tentative de méta. Saisons. Ouais, je sais pas ce que Je sais pas pourquoi. Mais moi aussi, je me suis posé la question. J'ai le même avis que toi. Et en même temps, tu vois, j'ai regardé 3 épisodes et je sais que je vais sûrement regarder encore. Ah, mais bien sûr, c'est tellement fascinant. 2. Je me dis juste que c'est peut-être parce qu'ils ont fait des épisodes tellement d'anthologie que notre première surprise est passée et que du coup. Oui. Parce qu'ils sont quand même démenés. Je me dis, il y a une team d'auteurs de ouf. Ils se sont dit, on part sur une série sur Netflix. On se remet en question. Franchement, c'est une bonne série à regarder. Même si moi, mes saisons préférées restent les 2 premières à l'ancienne. C'est quand même. En tout cas, moi, j'ai vraiment une appétence pour les dystopies, donc je vous recommande quand même de regarder sur Netflix Black Mirror. Et si vous voulez une alternative un petit peu dystopique, je vous recommande aussi Utopia, la version du Royaume-Uni, pas la version américaine qui est nulle. Okay. Voilà, et vous m'en direz des nouvelles. Ouais, merci beaucoup Audrey. Merci évidemment à Kumbis pour les débriefs de Fashion Week. Et si vous avez peur d'être trop nostalgique de Skyblog, eh bien écoutez, lâchez vos coms, mais sur Spotify, pour dire que vous nous adorez en mode kikou. Bref, vous êtes les bestes. Bisous. 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 Mouah. Les mains dans la pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama, Audrey Coupé de Kermadec et Kumbi Soploï, directrice générale adjointe, Nora Issem, directrice artistique, Aurore Mailleux, directrice des productions, Marion Gourdon, directrice commerciale, Emmanuel Fortunato, chargée de production, Cassandra de Carvalho.